Bienvenue à votre rubrique Ça se discute. On se retrouve après le journal télévisé pour discuter de quelques sujets qui occupent l'actualité politique. Alphonse Moïse Soudé, bonsoir. Bonsoir Stan, bonsoir à toutes et à tous. Bonne année à vous, une fois encore. On se retrouve. Je souhaite à tous les Béninois la santé, la paix et la joie. Le reste, ça viendra après. Exactement. Parce que si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez pas travailler pour chercher de l'argent. Si vous cherchez l'argent, vous n'êtes pas en paix, vous ne pouvez pas le dépenser. S'il n'y a pas la joie autour de vous, l'argent ne servira à rien. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Vous êtes journaliste, analyste politique. Julio Tometti, bonsoir. Bonsoir Stan, bonsoir aux téléspectateurs que j'ai du plaisir à retrouver dans cette nouvelle année parce que c'est la toute première de cette nouvelle année. C'est la toute première pour le compte de cette année 2022. Vous êtes juriste, analyste politique également. Julio, merci beaucoup. Bonne année à vous. Nous allons démarrer, chers amis. Pendant le week-end de la Saint-Sylvestre, on a remarqué quand même un dysfonctionnement au niveau de la Société béninoise d'énergie électrique, un dysfonctionnement surtout au niveau de ses clients, ses consommateurs qui ont l'habitude d'exploiter les compteurs à carte. Julio, est-ce que vous l'avez remarqué aussi? Je l'ai remarqué puisque j'ai été sollicité, d'accord. Ça fait partie en fait de mon quotidien, de mon côté professionnel. Oui. Par, comment dire, des occupants qui n'avaient pas pu recharger leur compteur. En fait, c'est quoi? Ils arrivent à recharger, mais ils avaient acheté le crédit, mais pour mettre sur le compteur, ça devenait impossible. Et quand on recherchait l'information, il s'avérait que la SBE avait fait passer un communiqué, notamment pour le compteur à 4, soit disant qu'il y a des travaux de mise à jour, en fait, de point de vue technique, et qui devaient durer environ 4 heures, du 31 au 1er à partir de 22h ou 23h. Donc, selon les à 23h, jusqu'au 1er à 15h. Voilà, donc, selon les calculs de la SE précédemment, c'est que dans cette tranche d'heure-là, pour l'actualisation, la mise à jour de leur système, parce que c'est eux qui connaissent en fait quel est le taux de fréquentation, ou bien quel est le taux de, comment dire, de recharge, ou bien les créneaux horaires dans lesquels on recharge le mieux. Donc, ils ont dit que c'est une période qui était propice parce que généralement, comme nous sommes en période de fête, les gens ont l'habitude de recharger bien avant, d'accord, pour ne pas avoir des surprises en cas d'électricité. Seulement que dans la mise en œuvre, ça a pris plus de temps que prévu. On dira même presque une journée. Bon, c'est ce qui a fâché quelque peu les consommateurs, parce qu'il y a beaucoup qui ont dû quitter carrément leur maison parce que les choses étaient au frigo, ils ne pouvaient plus, ils ont dû débarrasser. Je connais une dame qui a été obligée d'aller chez ses parents avec ses enfants parce que ça devenait invivable dans la chambre. Vous savez, avec la chaleur, l'obscurité, bon, et les commodités qu'on a l'habitude de s'offrir sans le courant, vous ne pouvez pas. Ça a été vraiment désagréable. Et donc, bon, beaucoup ont quand même trouvé d'autres formules, pour, comme on sait le faire, appeler rapidement les électriciens pour brancher l'un à l'autre, s'il y a des compteurs conventionnels ou bien d'une maison à une autre. Bon, on s'est fait preuve de cette solidarité-là en ce moment parce que c'était en période de fête et on avait tous besoin de l'énergie électrique. Tout à fait. Merci beaucoup. Alphonse Moïse Soudé, est-ce que vous avez vécu ça le week-end de la Saint-Sylvestre ou bien des personnes autour de vous l'ont vécu? Mais voici ma question pour vous. Quand ça se passe comme ça, dans une période aussi exceptionnelle ou particulièrement animée, merci beaucoup, comme la veille de la Saint-Sylvestre où on sait que les Béninois sortis des cultes ou bien de différents endroits veulent quand même mettre un peu de musique, ont des condiments, des choses au frigo qu'on pourrait quand même exploiter pendant la journée du 1er. Quand ça arrive comme ça et qu'on se rend compte que le dit communiqué date de la veille pratiquement, on est devant le fait accompli. Non, vous savez, c'est vilain de faire ça. Parce que le 31, tout le monde ne va pas à l'église. Il y a des gens qui veulent rester chez eux quand minuit va sonner. C'est-à-dire qu'on est là ensemble, la famille, on est en train de prier quand minuit va sonner. Vous imaginez qu'ils n'ont pas pu avoir le courant. Vous n'allez pas quand même chez le voisin, si le voisin est musulman. Vous n'allez pas lui imposer votre religion. C'est pas possible. J'ai vu des gens
ramasser leur nourriture, comme l'a dit Julien, pour aller supplier pratiquement la maison d'à côté pour dire, écoutez, pour que cela ne se gâte pas, aidez-nous. Je crois que les techniciens de la SB2E devaient programmer les choses parce qu'ils savent que le 31 décembre, c'est capital pour les riches comme pour les pauvres. Et qu'on n'a pas su se prendre à temps. Moi, je dis, c'est ça a créé des désagréments à nos compatriotes. Et ça va marquer certains parce qu'il y a des personnes qui ne ratent pas le 31, c'est-à-dire à la maison, parce qu'on dit, bon, on est en famille, on prend le premier repas à 0 heure, mais il n'y a pas eu le courant. Et je crois qu'il faut qu'on prenne un peu les dispositions désormais pour que cela n'arrive pas. Parce que je suis d'accord qu'on puisse vouloir faire des travaux. C'est normal, c'est pas interdit parce que nous avons des machines, nous sommes en pleine électronique, donc il y a des choses qu'on peut programmer, mais on ne devrait pas attendre ce moment propice-là. Imaginez une église, peut-être une petite église qui utilise un compteur à 4. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas culte, c'est ça? Ça veut dire qu'il n'y aura pas culte. Imaginez quelqu'un qui est malade spécialement pour sa chambre, on lui prend un compteur à 4 et que bon, et il n'a pas le courant. Qu'est-ce que ça va donner? Donc, il faudrait que on réfléchisse parce que la SBE... Il y a les différents commerçants aussi qui ont eu un gagner sérieux pendant cette période. Parce que quand je vais... des poissonneries, c'est ça, c'est le problème ça. Quand je sais que ta poissonnerie utilise le compteur à 4 et que la veille tu n'as pas le courant, mais le premier, le 2, je ne viens plus. En tout cas, jusqu'à ce que ce stock que tu as là ne finisse, je ne viens plus acheter chez toi. Parce que, vous voyez, faites l'expérience, quand vous sortez un poisson de votre réfrigérateur, vous utilisez une partie. C'est que vous avez décongelé, vous utilisez une partie et que vous retournez encore dedans, ça pose un problème. Sortir, remettre, ça pose un problème. Donc, les gens vont décongeler et puis les produits, ça va sentir mauvais. Je crois que on devrait a priori présenter les excuses officielles à tous les compatriotes. Ceux qui ont le compteur normal, ils n'ont pas ce problème. Mais là, aujourd'hui, la tendance, c'est que tout le monde veut aller vers les compteurs à 4, ce qui permet de contrôler la consommation. Maintenant, est-ce que c'est une façon de nous dire retourner au compteur traditionnel? Parce que des gens commencent par imaginer ça. C'est vrai que des gens ont fait la connexion, mais après de longues négociations. Parce que si tu dois jouer la musique sur mon compteur, il faut qu'on s'entende d'abord avant que je ne te branche. Sinon, quand tu vas finir de faire la fête chez toi, et parce que si tu te branches sur mon compteur, tu peux quand même rester là au-delà d'une certaine heure. Donc, on se fait un bon chiffre d'affaires. Oui, donc je crois que moi, je dis aux Béninois que c'est des choses qui arrivent. La vie n'est pas en ligne droite. Il peut y avoir parfois des chemins tortueux. C'est ça. Quand c'est jour de fête, bon, on a dit l'année 2022, c'est l'année du pardon. Ceux qui se sont vus et blessés dans leur amour propre ou bien ceux qui ont dit, bon, ils ont ralenti l'ambiance de ma maison. Bon, c'est déjà passé, on ne va pas traîner ça tout le temps. Mais je voudrais que désormais la SB2E prenne ses responsabilités pour nous éviter. Si c'était un week-end ordinaire, on s'en plaindrait pas. Mais le dernier, en fait, le premier week-end de l'année 2022, qu'on soit privé de courant et qu'on ne soit pas capable de jouer de la musique à ses enfants. Heureusement que tout le monde aujourd'hui a des woofers, les gens ont chargé à l'avance et à partir du téléphone portable, on peut donner la bonne ambiance. Mais quand on va brancher la télé, on peut mettre la musique pour faire plaisir aux enfants. Parce qu'en réalité, moi, ce n'est pas les parents qui m'intéressent. Ce sont les enfants. Les enfants, ils sont contents de rentrer dans une nouvelle année. Ils sont en joie. Mais les parents, bon, ils ont déjà célébré Saint-Sylvestre. Donc je crois que désormais, il faut que la SB2E, parce que nous payons pour ça, nous devons être satisfaits. C'est ça. Nous devons être satisfaits. D'accord. La satisfaction du client, avant tout, Julio Tometti, il faut quand même le remarquer que dans la journée de ce lundi 3 janvier, les choses sont revenues à la normale. Donc après pratiquement 72 heures d'attente, la SBE qui a publié un autre communiqué demandant aux détenteurs, elle a présenté ses excuses et a demandé aux détenteurs de ces codes-là qui n'ont pas marché de se rapprocher des agences pour régulariser leur situation. Comment on peut vivre ça et quel message on pourrait peut-être lancer pour les fois à venir? Donc, ce que la SBE a dit, en fait, parce que quand la situation était rétablie, ceux qui avaient le code, certains l'ont fait et ça a marché, mais pour d'autres, ça n'a pas marché. Donc, c'est à ces derniers qui reviennent de se rapprocher des agences pour se voir peut-être réactualiser ces codes ou se voir attribuer d'autres codes. Mais ce que je voudrais souligner pour revenir un peu en arrière, je dis, bon, c'est vrai, il y a des personnes dont, comment dire, les bourses sont assez faibles qui sont obligés de recharger peut-être 2000, attendre que l'un finisse, ainsi de suite. Mais seulement, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un problème de, peut-être, de défaut de prévision
pour beaucoup. De cette façon d'attendre généralement des fois, c'est vrai, c'est pourquoi c'est devenu avec Mobile Money, c'est devenu plus pratique. C'est cette manière d'attendre généralement que ça finisse complètement avant de courir pour recharger. En fait, je ne le dis pas pour dédouaner la SPE, mais je dis en fait pour des questions d'ordre pratique, pour soi, en termes d'organisation personnelle. Je pense qu'on devrait quand même avoir toujours avoir une certaine marge pour recharger. Vous savez qu'il y a des Béninois qui ont des revenus au quotidien et qui chaque soir font leurs recettes. Surtout que c'est prévu pour que à partir d'un certain seuil, il y a ce qu'on appelle, comment dire, je peux dire peut-être ce que les logisticiens disent, stock d'alerte. Ouais. À partir d'un certain seuil, le compteur commence à clignoter pour vous dire que ça veut finir. Et donc, je dis, pour question personnelle, on pourrait peut-être s'organiser autrement pour éviter, en fait, c'est parce que ça a duré 3 jours. Donc, quel que soit les précautions qu'on aurait prises, peut-être de 5 kW, 10 kW pour 3 jours, pour certaines personnes, c'est très peu. Ouais. L'autre chose qui tente de me faire sourire un peu, je dis, bon, si cette situation s'était produite il y a de cela peut-être, je m'adore dire comme ça, 5 ans ou 6 ans ou 10 ans, bon, ça n'aurait pas eu grand effet. Parce que aujourd'hui, nous sommes dans une tendance où le Béninois ne souffre plus en fait de questions de manque d'électricité ou de délestage. Et donc, nous avons perdu un certain nombre d'habitudes. Nous n'avions plus, on n'a plus appris à vivre dans l'obscurité. Parce qu'à un moment donné, vous savez, le délestage devenait notre habitude. Bon, ça rentrait dans nos quotidiens. C'est une étape vraiment que le Bénin a passé. Et il faut encourager tous ceux qui font quelque chose pour que cela aille davantage mieux. Mais il faut continuer de dire qu'en termes de trucs, moi j'attends peut-être que des personnes, s'ils ont reçu des agréments, c'est le moment peut-être, ce que nous n'arrivons pas souvent à faire, de poursuivre la SPE, ce n'est pas impossible. Parce que si, peut-être comme Moïse Alphonse le dit tantôt, moi j'ai peut-être même des conteneurs frigorifiques sur 2 jours, imaginez un peu les dégâts que ça pourrait créer en termes financiers. Moïse Alphonse l'a dit tantôt, ça pourrait faire perdre en fait un certain nombre de clients à certaines personnes parce que j'ai observé que cette poissonnerie-là n'a pas le courant sur une journée. Bon, surtout c'est une période où ils ont leur chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires. Donc peut-être c'est le moment en fait d'éprouver en fait les entreprises pour les amener à plus d'efficacité et à plus en fait de commodité d'un certain nombre de distributions pour ne pas exposer les clients consommateurs à ces genres de dégâts. Tout à fait. Au niveau de la communication, qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous, Alphonse Moïse Soudé? C'est vrai que quand il y a des travaux de maintenance, on aurait pu prévenir les Béninois peut-être 3 jours, même une semaine à l'avance, à partir de tel délai pour qu'ils puissent le faire. Mais on a semblé être véritablement surpris, mis devant le fait accompli. La situation s'est présentée et sur les réseaux sociaux, on a commencé par voir certains messages ici et là dans certains groupes que c'est depuis la veille que ça a été lancé. Est-ce qu'au niveau de la communication... on ne devrait même pas, c'est pas un problème de communication. On ne devrait pas. La technologie peut nous faire de faux bons. On ne peut pas donner ce délai-là pour dire dans 4 heures, 5 heures de temps, on va régler. C'est la technologie, nous ne sommes pas maîtres de la technologie. La technologie peut nous lâcher à tout moment. Après, parfois, on est en direct en train de faire des émissions. Et puis, une panne qui n'était pas prévue, ça coupe. Donc, la technologie ne nous appartient pas. Ce sont des machines qui peuvent, à un moment donné, qui peuvent avoir des difficultés. Je dis, on aurait pu faire un peu plus tôt. C'est-à-dire que le 30, on aurait pu régler ces problèmes-là. Donc, il faut parce que c'est vrai, on a perdu l'habitude de l'estage. Donc on se dit que même que la carte sera disponible à tout moment, je peux charger ça à tout moment. Donc on se dit, une fois qu'on nous a dit qu'on a tourné dos de l'estage, souffrez que mes compatriotes soient optimistes pour dire désormais il n'y aura pas ça. Mais ça, je suis d'accord avec Julio qu'on doit poursuivre la SB2E. Parce que la poursuivre en réparation peut-être. Oui, en réparation. Vous voyez, la plupart des poissonneries, ne leur demandez pas de jeter ces poissons. Mais ils vont nous les refiler. Ils vont nous les refiler. Ça pose un problème de santé publique. Ils vont nous les refiler. Ne demandez pas au tenancier d'une poissonnerie, après 112 heures de panne, qu'il a jeté ses produits. Il va les recongéler et nous les refiler. Et vous prenez, vous mangez, vous avez de la dysenterie, vous avez des problèmes de santé et vous allez dépenser de l'argent. Des barres qui se retrouvent dans le noir. C'est ça. Oui, des barres qui se... Donc je dis, il faut que on ait la culture. C'est vrai que les gens nous diront, bon, ça s'est déjà passé, ça va. Non, il faut qu'on ait la culture de pouvoir porter plainte quand nous sommes brimés dans nos intérêts. Dans nos intérêts. Parfois, il arrive à la SB2E, vous avez une facture énorme. Vous faites une réclamation, vous dites d'aller payer d'abord la facture avant que la réclamation ne soit étudiée. C'est quoi ça?
Donc je dis, il faut que le Béninois désormais sache que quand il est brimé dans ses droits, l'État n'a jamais interdit ça. Quand il est brimé dans ses droits, c'est parce que quand on est brimé dans nos droits, disons, droits de consommateur, nous ne réagissons pas que parfois, ça c'est moi j'appelle ça des excuses plates. Ça va réparer quoi? Imaginez que... D'ici là, ils vont peut-être donner des bonus à tous leurs clients. Ça m'a rappelé une situation où j'ai dû... Des centaines de kilowatts par exemple. Non, oui, par exemple, c'est possible. Ça m'a rappelé une situation où j'ai dû gueuler à la SBE. Je pèse bien mes mots parce que mon papa étant malade, ne pouvant pas dormir sans la climatisation. En chaleur, oui. En chaleur. Donc, il était là quand on a voulu couper la maison d'à côté. On est venu nous couper. Je rentre du service. Je vois mon papa en train de transpirer. Mais j'ai dit, attention, j'ai débarqué là-bas pour dire, vous aurez des problèmes si jamais. C'est là qu'on s'est rendu compte que celui qui voulait couper, il n'est pas allé dans la bonne maison. Il a fait une erreur. C'est des choses qui arrivent souvent. Il faut que, si nous voulons moderniser qu'on appelle notre pays, on veut faire les choses comme les autres. Les services, il faut que quand même on donne une image à la technologie. La technologie, la preuve, nous prenons nos portables, vous voulez faire un appel urgent et votre téléphone se plante. Vous allez faire quoi? Donc c'est des choses qui arrivent. La SBE aurait pu dire, on va faire ça le 30. Prévoir une marge. Oui, parce qu'il sait que la Saint-Sylvestre, c'est une fête importante pour les Béninois, pauvres ou riches. Qu'on soit chrétien ou pas. Voilà, et j'ai dit ici sur ce plateau que c'est peut-être dans des maisons, c'est le 31 1er jusqu'au 2, c'est la période où les gens mangent ce qu'ils n'ont jamais mangé au cours de l'année. Maintenant, quand vous les privez de courant, ils ne peuvent même pas rafraîchir leur boisson, ils ne peuvent rien faire. Ça pose un problème. Moi, je crois que les excuses là, d'accord, mais la suite, il faut que les consommateurs, surtout ceux qui ont des boutiques qui doivent vendre des produits, qui s'associent pour porter plainte contre la SB2E. Et là, désormais, les gens nous prendront en tant que consommateurs. Vous serez parce qu'ils estiment que bon, ces consommateurs-là, ce sont de grandes gueules, ils vont parler, puis ils vont s'arrêter. Mais est-ce que l'association de défense des consommateurs n'a pas peut-être saisi cette occasion, Julio Tometti, pour faire une action? C'est possible? Oui, l'association peut faire une action, mais ça va. Est-ce qu'ils ont, comment dire, la capacité d'ester en justice au nom des consommateurs? Je ne pense pas. En fait, cette question est une question très importante. Donc, et la plupart du temps, c'est non. Donc, si des éléments de l'association, ils ne peuvent le faire qu'à titre personnel. D'accord? Donc, et non sous la caution parce que l'association en elle-même n'a pas, comment dire, la capacité d'ester en justice au nom des consommateurs. Comme je dis tantôt, il faut simplement en appeler à la responsabilité des uns des autres parce que c'est en engageant la responsabilité de cette société-là que nous les amenons à plus de performance en fait. En fait, c'est un peu ça. Donc désormais, on soit un peu plus regardant, mais nous n'avons pas cette culture. Pour certaines personnes, vous les primez même de 5 000, ils sont capables de dépenser même 100 000 francs pour rester en justice parce que pour eux, c'est une question, non pas d'argent, mais c'est une question de principe sur lequel il ne faut pas transiger. Donc peut-être c'est des éléments qui vont rentrer pro ou peu dans nos habitudes, c'est ce qu'il faut encourager. D'accord, merci beaucoup. On va parler d'un autre sujet, si vous le voulez bien, la revalorisation des salaires. On a appris aujourd'hui que le chef de l'État a installé un comité ministériel sur la question. La revalorisation avait été annoncé depuis fin 2021. Le porte-parole du gouvernement est revenu là-dessus. Le chef de l'État l'a redit une fois encore dans son message de vœux à l'adresse du peuple béninois le 31 décembre. La revalorisation, est-ce qu'on peut dire, Julio Tometti, que nous entrons là de plein pied dans la phase très active de ce processus de revalorisation salariale? Bon, moi je voudrais d'abord dire, il faut éviter de faire trop de la communication sur cette affaire-là et aller à l'essentiel. Ce que les Béninois attendent, particulièrement les fonctionnaires aujourd'hui, c'est quel est le taux de cette revalorisation et quelle est la date de prise d'effet. En fait, c'est la question substantielle. Mais n'est-ce pas pour ça qu'un comité est mis en place pour y travailler? En fait, bon, ça fait déjà un peu trop de débats autour. Ça a été annoncé en Conseil des ministres, le porte-parole est revenu là-dessus, le président en a parlé, aujourd'hui on a pris une commission, après ce sera les syndicats, donc
il y a un peu trop de... Ça fait, excusez-moi, ça fait un peu de la communication, tout ce qui ne ressemble pas trop à ce gouvernement, à la pratique de ce gouvernement. Moi, je voudrais que les choses aillent, pour moi, excusez-moi, quand on a dit des décisions vont être entamées avec les syndicats, je pense qu'il y a déjà un certain nombre de discussions et la mise en place de ce comité devait précéder, d'accord, cette discussion entamée avec les forces sociales. Je m'étonne que ce soit maintenant, que ce soit maintenant qu'un tel comité est installé. Ce comité, pour moi, par rapport aux diverses annonces qui ont été faites, ce comité devait être déjà installé et devait déjà avoir même une feuille de route pour qu'on soit aujourd'hui en train de dire on a prévu ça pour telle échéance, de tel taux, et c'est sur ces bases-là qu'avec les partenaires sociaux, les discussions vont commencer. Sinon, on continuera à faire beaucoup de communication autour. Et pour moi, c'est que vraiment, pour cette question-là, il faut aller à l'essentiel pour tourner, comment dire, pour aller encore vers d'autres défis, parce que sur cette question de revalorisation, il y a beaucoup de choses, comment dire, secondaires, pas comme le swimming dont on parle. Qu'est-ce qu'il en sera? Est-ce que ça sera touché? Bon, on attend beaucoup de choses de ça, et donc, il faut qu'on soit un peu plus pratique. Tout à fait. Alphonse Moïse Soudé, est-ce que ce n'est pas dans la logique d'aller plus rapidement que le chef de l'État a décidé de mettre sur pied un comité ministériel pour s'occuper très rapidement de cette question? Je vais commencer par une caricature. Vous dites à votre garçon, je vais augmenter ton argent de petit déjeuner. Mais attends, je vais discuter d'abord avec ta mère, tes oncles. Mais il s'en fout de vous. Vous auriez pu discuter avec oncle et tante et lui dire, bon, mon garçon, de 600, tu passes à 800. Tout ce que vous allez faire, parce que vous lui donnez l'eau à la bouche, et après vous dites, bon, c'est pas sérieux. Je dis, ce comité-là, quel est son cahier de charge? Ce que les Béninois veulent là, c'est très simple. Quel est le taux d'augmentation? Sur quoi avait-on joué? Est-ce que c'est sur le SMIC qu'on va jouer? Sur quoi avait-on joué? Les gens veulent la phase concrète. Tout ce que, les débats, parce que quand on rentre dans le comité, c'est débat. C'est débat. Quand ils vont finir maintenant, ils vont déposer le rapport. Le rapport sera étudié en conseil des ministres. On va demander au cadre du ministère des Finances et qu'on appelle l'incidence financière. Et ça m'a fait trop de débats techniques. Et là, on va se retrouver peut-être après Pâques. Et puis les gens vont les yeux tourner parce que certains attendent qu'on leur dise, sur mon salaire, il y a telle augmentation. Moi, je crois qu'on aurait pu faire tout ce travail-là. Et dès qu'on va annoncer au bureau pour dire qu'il y a une revalorisation, c'est que 2 semaines, 3 semaines après, que les gens, une fois à la banque ou bien au trésor, constatent sur leur salaire qu'il y a eu une avancée qui a été faite. Maintenant, bon, vous savez, dans le comité, chacun veut faire passer son point de vue. Tout le monde joue au technicien, tout le monde joue aux spécialistes. Et puis, bon, ça va poser un problème. Je crois qu'il faut vite aller. C'est vrai que, bon, le gouvernement fait de la communication pour mettre de la lumière, c'est ce qui se fait. Mais parfois, la communication à outrance aussi tue la communication. Mais dans ce pays, on se rappelle, Alphonse Moïse Soudé, Julio Tomati, qu'au début du mandat de la rupture, si vous me passez l'expression, on avait parlé de normocommunication. Nous étions les premiers à dire non, qu'il faut communiquer autour des actions, il faut quand même mettre en lumière ce qui se passe. Aujourd'hui, où le gouvernement tente quand même de mettre la lumière sur certaines actions, notamment celles concernant la revalorisation salariale. Vous savez ce qui intéresse nos compatriotes? On trouve qu'il en fait trop. C'est le résultat qui intéresse nos compatriotes. Qu'il y ait un comité ministériel, qu'il y ait machin, ce n'est pas salarial. Ce qui les intéresse là, c'est le résultat. Combien, à quel taux va-t-on augmenter, on va revaloriser nos salaires? Est-ce que c'est sur le SMIC qu'on va jouer? Quels sont les différents éléments sur lesquels on veut s'appuyer pour revaloriser le salaire? Mais n'est-ce pas qu'il faudra en discuter d'abord au sein du comité avant de prendre la décision? Combien de Béninois vont suivre les travaux de ce comité-là? Combien de Béninois? Nous, on va suivre parce qu'on est de la presse, on en a besoin pour faire le débat. Même les exemples de l'État, ça ne les intéresse pas. Et vu que le Conseil des ministres dit désormais, le SMIC est porté à tel montant, et puis tout le monde applaudit et puis on continue le chemin. Tout le reste des débats, vous allez voir qu'il y a des débats qui n'intéressent pas nos compatriotes. Ce qui les intéresse, c'est le résultat. C'est tout. Donc, je proposerais que le comité aille vite pour que d'ici à là, qu'ils aient le résultat, que sur leur fiche de paye et que sur leur compte bancaire, qu'on sente que bon, il y a au moins une légère augmentation. Et puis on continue, quoi. Julio Tomati, quand le gouvernement met le cap sur cet aspect, n'est-ce pas parce que cela lui tient à cœur? On sait que la question de la revalorisation a été annoncée sans qu'il y ait une grève au préalable, sans qu'il y ait des demandes fortes de la part des syndicats au préalable. Ça a été annoncé à plusieurs reprises. Le gouvernement est en train d'acter cela maintenant, un comité, puisque nous sommes aujourd'hui le 3 janvier 2022, un comité ministériel est installé.
la logique d'y aller plus vite, de façon transparente et de façon plus efficace, ne dirige-t-elle pas le gouvernement dans ses actions de ce point de vue-là? Oui, on pourrait le penser, mais ce à quoi le gouvernement nous a habitués, c'est d'être pragmatique. Comme vous l'avez dit, je l'ai dit une fois ici, ça c'est une révalorisation octroyée en faisant référence aux indépendances. Bon, les uns les autres l'ont vécu différemment. Et donc, quand c'est comme ça, ça suppose que à la base, c'est que sans pression, sans récrimination, les gens ont réfléchi, ont une ardoise et savent où ils vont. Nous avons discuté même de ça une fois ici. Quand l'annonce a été faite, moi je me suis dit à un moment donné, parce qu'il a été annoncé que les discussions vont être entamées avec les partenaires sociaux. Pour moi, c'est que ça serait peut-être la dernière étape où on va dire aux partenaires sociaux, voilà ce que nous voulons mettre sur la table. Voilà comment nous entendons révaloriser. Nous entendons le mettre en œuvre à partir de tel moment. Nous voulons faire ci, nous voulons faire ça. Et sur cette base-là, il y aura des discussions, il y aura des arbitrages. Et à la sortie de cette discussion avec les partenaires sociaux, comme le gouvernement lui-même l'a annoncé, on sortira avec une feuille de route claire. Donc pour moi, ce travail préalable qu'un comité ministériel veut faire, ce travail aurait dû être fait. Pour moi, c'était fait. Ce n'est pas maintenant. Parce que j'imagine un peu le pire. Le comité travaille, le comité commence par faire des travaux et sur une série de questions, peut-être on dit c'est ça et on se rend compte que peut-être on ne peut pas tenir. Lorsqu'on fait l'évaluation, on se rend compte qu'on ne peut pas tenir. On va dire bon, est-ce qu'on ne va pas repousser l'échéance? Est-ce que en fait, moi, je commence par être inquiet. Si c'est à partir de maintenant qu'un comité sera installé, ça veut dire que jusque-là, c'est que peut-être le gouvernement sait peut-être là où il va. Mais c'est que dans, collectivement au sein de la masse, c'est comme si on ne sait véritablement pas encore. Et c'est maintenant le comité technique qui va définir en fait l'horizon véritable à donner. Et c'est au niveau du comité technique là, ça bug. Donc le comité technique, pas comité technique, comité ministériel. Donc c'est certainement pour faire des arbitrages, fonction publique, finances, intérieur, donc pour voir, je dis, bon, ça aurait dû être fait, puisque on dit, il y a un certain nombre de travaux préalables qui ont été soumis en Conseil des ministres. Qu'est-ce qui a été soumis en Conseil des ministres? Est-ce que ce n'est pas des éléments chiffrés qui ont été soumis ou bien c'est l'idée qui a été soumise en Conseil des ministres? Pour moi, ce qui a été soumis en Conseil des ministres, validé, qui est sorti du relevé du Conseil des ministres, ça devait être des aspects chiffrés. Et donc ça montre clairement là où le gouvernement, de sorte que même si, par exemple, les acteurs du gouvernement ne peuvent pas le dire, quand vous prenez normalement le ministre des Finances aujourd'hui, il doit être capable de dire, on veut rivaloriser à tel. Le ministre de la fonction publique doit être capable de le dire. Ce n'est pas maintenant qu'ils vont se réunir, s'asseoir encore pour dire qu'est-ce que nous entendons faire véritablement de cette annonce. Mais au-delà, dans l'élaboration du budget, je crois qu'il y a une enveloppe, il y a une ligne budgétaire réservée à cette revalorisation. Donc, ça veut dire quoi? Si on a réservé une ligne budgétaire et qu'il y a une enveloppe, c'est qu'un travail préalable a été fait. On n'a pas déterminé cette enveloppe-là de façon au pifomètre. On a dit, bon, voilà l'aspect sur lequel nous voulons tabler la revalorisation. Et on a demandé aux spécialistes du ministère des Finances de chiffrer, puisqu'ils ne peuvent pas faire seulement le narratif au gouvernement. Ils ont fait le narratif, ils ont fait des fiches techniques avec des chiffres à l'appui. Démonstratif aussi. Ben oui, donc les gens ont compris que, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que le comité là va aller au-delà de ce qui est prévu dans le budget? Non, je crois que il faut qu'on se passe d'un certain nombre de choses. On a déjà, avant d'annoncer, c'est qu'on a déjà passé à la phase concrète, parce que le budget a été voté à l'Assemblée nationale. Les différents ministres sont passés devant les députés pour justifier le budget. Donc, certainement que cet aspect-là a été évoqué par le ministre des Finances. Maintenant, le comité va faire quoi? Quel est le rôle du comité? Est-ce que c'est de déterminer le levier sur lequel on va appuyer la revalorisation? Moi, je ne sais pas. Je dis peut-être si le comité, ce comité ministériel, si c'était élargi, si c'était en même temps élargi aux partenaires sociaux, ça se comprendrait davantage. Parce que là, on aurait mis tous les acteurs intervenants dans ce processus-là, comment dire, ensemble en discussion
pour nous sortir quelque chose. Mais si c'est le comité seul, je me demande quel travail veut être à faire encore. Parce qu'à l'étape actuelle des choses, c'est-à-dire tous les éléments techniques devaient être déjà définis et la discussion devait être à ce niveau déjà avec les partenaires sociaux. Pourquoi je comprendrais mieux si éventuellement ce comité ministériel était élargi aux partenaires sociaux. Mais il faut aussi dire que il y a deux ministères, la fonction publique et les finances. Je crois que la conversion du budget passe par l'expression des besoins. Donc, chaque ministère, forcément, en tenant compte des différentes réformes à prendre en compte, le ministère à proposer, à exprimer ses besoins. Et au niveau de l'Assemblée nationale, on a procédé à des recadrages avant que le budget ne soit retenu. Donc, quel sera le rôle, quelle est la mission et quel est le timing fixé à ce comité-là, parce que les gens sont pressés, ils ont le regard tourné, parce qu'on a déjà annoncé, ils s'attendent. En gros, vous nourrissez des craintes sérieuses par rapport à ce comité ministériel dont vous ne voyez pratiquement pas la pertinence. Il y a possibilité, et je crois que Julio l'avait déjà dit, il y a possibilité que le timing d'exécution de cette promesse-là soit différé en fonction d'un certain nombre de réalités sur lesquelles le comité va mettre le doigt. Donc, il y a possibilité de différer. Vous dites, bon, compte tenu de tel, peut-être que l'enveloppe financière dévolue à cette révalorisation-là ne répond pas à ce que le comité a proposé. Et après arbitrage du gouvernement, on estime qu'il faut différer la date d'exécution. Et là, l'impatience de nos compatriotes va grandir, parce qu'ils vont dire, mais on a annoncé ça à tambour battant qu'il y aura la révalorisation. Qu'est-ce qui fait que si ça peut se faire que dans le courant premier trimestre de l'année 2022, ça peut être réalisé sur les fiches de paie, que les gens aient le sourire aux lèvres, tant mieux. Mais si ça dépasse cette période-là, les gens vont commencer par se poser des questions. Ils vont dire, mais est-ce que une évaluation n'avait pas été faite avant que l'annonce soit faite à tous nos compatriotes? Donc les gens vont se poser des questions et c'est à bon droit. D'accord. On va essayer de voir de suivre de très près les travaux de ce comité ministériel pour voir un peu les résultats qui en seront issus. Les Béninois veulent avoir ça, veulent sentir cela au niveau de leur fin du mois. Ça sera pour bientôt, en tout cas. Nous l'espérons. Ceux-là qui s'estiment heureux désormais, c'est ceux qui sont des agents au niveau de l'Assemblée nationale, puisque 47 parmi eux sont reversés désormais dans la fonction publique, décision prise par le président de l'institution parlementaire, Alphonse Moïse Soudé, le Bénin, qui compte désormais 47 nouveaux agents de la fonction publique parlementaire. Voilà. Est-ce que ça fait partie des habitudes? Est-ce que cela devrait étonner? Non, ça ne devrait pas étonner pour ceux qui suivent l'actualité. Certains présidents de l'Assemblée l'ont déjà fait. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez travaillé dans cette institution-là et que le Parlement que vous avez servi s'en va, c'est que vous retournez chez vous. Vous retournez chez vous quand vous êtes peut-être, vous n'étiez pas agent permanent de l'État et qu'on vous a nommé conseiller technique ou bien chargé de mission. Dès que le Parlement qui vous a nommé s'en va, c'est que il part avec vous. Donc des gens peuvent avoir travaillé pendant 4 ans pour un Parlement et dès que le président peut-être du Parlement n'est pas renouvelé, vous perdez la place. Moi je suis heureux pour eux que bon, au moins après le départ de ce Parlement-là, ils vont continuer par être des agents permanents de l'État, parce que ce n'est pas facile de dire à ses enfants, j'ai travaillé, j'ai eu à travailler, aujourd'hui je ne travaille plus, ça pose un problème. Je crois que c'est une habitude, ça se faisait, je crois que ça se faisait. Donc ça ne devait pas étonner les Béninois. Ceux qui suivent un peu la chose parlementaire doivent savoir que c'est un principe qui s'exécutait, je crois que c'est sous le président Nagou, je ne sais pas qui, que cela n'a pas été fait, sinon sous les autres, ça se fait régulièrement. Et c'est, moi je suis content pour nos compatriotes, au moins 47 personnes, ils vont dire, après le départ de ce Parlement, nous continuons d'être là. Et si un autre Parlement vient, ils vont nous utiliser parce que nous sommes payés sur l'argent des contribuables béninois. Mais est-ce que un autre Parlement, excusez, est-ce qu'un autre Parlement qui viendra ou qui sera installé les utilisera aux mêmes fonctions où ils sont aujourd'hui? Non, l'essentiel, on peut les redéployer. On peut les redéployer. L'essentiel est qu'ils sont dans la fonction publique parlementaire. Ils auront leur salaire. On peut les redéployer, on peut les changer de poste. Mais ils sont là. Ils sont là. C'est ça. D'accord. Parmi eux, on a quand même des confrères qui sont là-bas. Voilà.
James William Gbagidi, on a Kamen Toudonou aussi. Eman Dimitri à Dampo. Eman Dimitri à Dampo. Il y a un autre aussi, dont le nom m'échappe, je vais le retrouver tout à l'heure, qui est là-bas. Donc, il y a Vitali Botton. Vitali Botton, merci beaucoup, qui fait partie désormais des fonctionnaires parlementaires. C'est bien ça. Julio Tometti, c'est vrai, vous êtes juriste au regard de la loi, il n'y a aucun problème à ça. Hein? Pour moi, au regard de la loi, il n'y a pas de problème, mais ça me pose toujours problème. Pourquoi? Oui, ça me pose problème parce que c'est vrai, c'est dans la pratique parlementaire, ça a été fait beaucoup dans les parlements antérieurs. Je connais beaucoup de gens là qui sont là depuis environ 10 ans et c'est pas cette procédure. Ce que je vois, ce qui ne m'agrée pas trop, c'est cette facilité à transformer, comment dire, à reverser en fait des trucs en termes de nomination. J'ai l'impression qu'on priorise en fait la partisanerie au mérite. Au mérite parce que j'estime. Vous arrivez à vous aussi. Voilà, vous êtes nommé et on vous reverse par la suite. Non, je pense que la fonction publique, à tout point de vue, doit être une question de mérite et doit être ouverte à tout le monde. J'estime que quelqu'un, pour un régime qui a servi et qu'on a nommé, au départ de ce régime, lorsque les pouvoirs changent de main, ces personnes partent. En fait, l'alternance là dont on parle, ça doit être partout. Juste dans les toilettes, comme quelqu'un dit, même jusqu'au tenancier des toilettes. L'alternance, non. On va enlever les chaises anglaises pour les remplacer. Non, on n'enlève jamais tout. Parce que, en fait, le risque, c'est que on finira, d'accord, par gonfler l'effectif des fonctionnaires parlementaires inutilement si on continue de cette manière. On continue à gonfler, c'est-à-dire quoi? Je suis tout là, je suis responsable, je fais des nominations comme je veux, en sachant que dans 6 mois, dans un an, tout cela, je vais les reverser en termes de permanence. Je leur donnerai une permanence qui ne permette plus à qui que ce soit de venir les toucher des trucs de main. Lorsqu'on va faire l'évaluation in fine, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, et on se rendra compte que l'effectif, en fait, en termes de travailleurs parlementaires, est supérieur à la. On va les débaucher. Et que des gens sont là, mais qui finalement ne servent à rien. On l'a observé un peu, excusez-moi, à la mairie de Porte-Novo, où on a été obligé, d'accord, de mettre, il y a des gens là aujourd'hui à qui on ne sait quoi faire parce qu'ils n'ont pas le mérite, mais on les met là et l'actuel, l'actuel exécutif ne sait pas quoi en faire. On a dit là où il faut peut-être 5 chauffeurs, on en avait jusqu'à 20. Et donc, il y en a qui venaient peut-être pas au boulot une fois par mois parce que vraiment le besoin n'y était pas. Je dis en fait, c'est un peu trop facile parce que je considère que en fait, ces fonctions-là, ces fonctions parlementaires, comme toute autre fonction, doivent être accessibles à tous. C'est vrai, j'ai observé. Ça ne l'est pas de votre point de vue? Non, ce qui s'est passé, ça ne l'est pas. Je sais que de point de vue officiel, je sais que de point de vue officiel, il y a de cela quelques 2 ou 3 mois, 2 mois exactement, le Parlement a recruté officiellement, a fait un appel à candidature, confié à un cabinet, ils ont recruté officiellement. Les gens sont passés par les filtres de la sélection pour avoir tout là. Je dis ça, c'est du mérite. D'accord? Mais des gens qui ont des affinités politiques, qu'on nomme, ceux qu'on a nommés de cette manière, si peut-être le pouvoir change demain, cette personne-là doit disparaître, si tant est qu'ils ne sont plus en opportunité. Mais vous avez reconnu tout à l'heure que cela n'est pas contre la loi. Donc, pour que l'alternance soit. Parce que vous, il vous arrivera peut-être d'être là. Et vous, en voyant l'effectif que vous avez en face de vous, vous allez vous demander, est-ce que j'ai encore la possibilité de pouvoir nommer peut-être des gens de confiance. En fait c'est ça le problème. Je ne suis pas contre ces gens, ces nominations, parce que chargé de mission, en fait, ces questions-là, porte-parole, c'est des gens de confiance. D'accord, on ne prend pas n'importe qui. D'accord, et donc il faut que ceux qui viennent après aussi aient la latitude, d'accord, de pouvoir faire venir ceux qui sont dans leur confiance, sans pour autant, brimer en fait peut-être l'architecture institutionnelle au niveau du Parlement en termes d'effectifs. En fait, c'est ce que je crains. Parce que en fait, la pratique au Parlement, c'est ça. Quand vous fouinez un peu, c'est ça. Chaque parlementaire, ou bien chaque mandature où ça se passe aussi, ce n'est pas seulement la mandature du Parlement, hein. C'est ensemble avec l'exécutif et tout, parce que c'est tout un ensemble. On sait à chaque moment qui sont ceux qui gouvernent, qui sont ceux qui dirigent. D'accord? Donc, chaque mandature vient avec ces gens, j'en pense, qu'ils finissent par laisser.
qu'ils finissent par laisser. Un autre mandat qui vient avec eux, mais ces gens, ils finissent, qu'ils les déposent. Leur donnent un statut de permanent. Et ça continue, ça continue. Je ne sais pas quelle est la masse de travail. C'est le hautement politique. Au Parlement, pour qu'on ait... Je me dis à un moment donné, on sera en dépassement d'effectifs. En fait, c'est ce que je crains. Mais Alphonse Moïse Soudé parlait tout à l'heure de cette précarité que vient peut-être corriger un peu. Si vous êtes nommé, non, il n'y a pas de précarité. Si vous êtes nommé à une fonction, je pense qu'un député l'a dit. Je pense lorsqu'on parlait peut-être des fonctions, quand on a rehaussé peut-être la rémunération de ceux qu'on a nommés, il y a un argument qui a prévalu en ce moment-là. On dit pourquoi ceux qu'on a nommés, on met leur salaire haut et que le fonctionnaire, on n'augmente pas son salaire comme nous sommes en train de le dire. On dit ceux qu'on a nommés, on peut vous nommer aujourd'hui et demain vous ne serez plus là. Dans un mois ou bien dans un an, vous pouvez faire quoi. Quand à partir du moment où vous êtes nommé, vous êtes aussi prêt, d'accord, à partir à tout moment. Non, donc ça ne se passe pas seulement à l'Assemblée nationale. Je ne dis pas seulement à l'Assemblée nationale, mais la pratique qui a cours nous amènera à un dépassement d'effectifs. Vous le dites, c'est bien. À la présidence, ce n'est pas la même chose qui se passe quand un pouvoir vient. Tous ceux qu'on a nommés, vous savez que vous êtes à la maison, d'autres viennent. C'est comme ça, mais on ne peut pas trouver en fait des mécanismes pour pérenniser ces gens qui sont venus non pas par le filtre normal en fait en termes de recrutement, mais par la partisanerie. Donc je ne suis pas contre. Oui, mais Alphonse Moïse Soudé, quand ces gens-là sont nommés, ce sont quand même des béninois. Et quand on en arrive à se rendre compte qu'ils ont le profil du job, qu'ils ont les compétences nécessaires et qu'on peut les reverser, est-ce qu'il ne faut pas y aller? Ce n'est pas question de profil du job. Nous sommes sur un terrain hautement politique. C'est ce qu'on a nommé, vous allez voir, tous ceux qui sont là, c'est des fonctions politiques. Porte-parole, chargé de mission, c'est des fonctions politiques. Et vous savez est-ce que pour autant, il Alphonse Moïse Soudé? Non, ce n'est pas le meilleur des meilleurs. C'est-à-dire qu'en fonction des affinités politiques, on a nommé des gens. Si on devait faire un texte, ce n'est pas évident que tout cela se retrouve là-bas. Parce que si on devait faire un texte sur les compétences et les aptitudes, ce n'est pas évident que ces gens-là se retrouvent là-bas. Maintenant, ils se sont retrouvés là-bas, ils sont passés par le labyrinthe de la politique. Et en 2023, le Parlement sera renouvelé. C'est pas évident que ce Parlement revienne. Donc, pour récompenser ceux qui ont mouillé le maillot, disons les choses clairement, on leur permet d'avoir une fonction après le départ. Et je dis, ce n'est pas seulement au niveau du Parlement. Il y en a aussi dans les ministères, un peu partout. Donc, il va falloir que de façon globale, on puisse étudier la chose. Est-ce que forcément, parce que vous avez été nommé, qu'on appelle, à une fonction politique, et que vous remplissez encore le critère d'âge, que systématiquement, sans vous faire un test de mise à niveau, mais un test de recrutement, on va vous reverser. Il faut étudier la chose ensemble. Parce que vous allez constater que dans le budget de l'Assemblée nationale, cela a été pris en compte. C'est clair, c'est pourquoi ça répète. Le Parlement qui est là s'en va en 2023. Et notre Parlement viendra. Et forcément, ne demandez pas au nouveau président de l'Assemblée nationale de garder le chargé de mission, le SECOM, machin de l'autre. Il viendra avec son équipe. Et pour garantir un avenir à son équipe, il va les mettre dedans. Donc j'ai dit, quand nous tous, nous allons remarquer qu'il y a un boom au niveau de l'Assemblée nationale. Attendons de remarquer d'abord. Vous et moi, nous n'avons que notre verbe pour dénoncer. Mais si les hommes politiques veulent poser les actes, ils vont les poser. Donc, mais on dénonce ça. Parce que moi, j'ai toujours constaté, c'est pas seulement au Parlement. Dans les ministères, dans les mairies de façon clandestine, ça se fait. Après, vous avez un homme qui vous dit, je suis passé à la fonction publique. Bon, parce qu'il a servi un régime et on les a placés. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais il va falloir. Parce que vous savez ce qui fait mal. Si vous avez les mêmes compétences que ces gens-là, la seule chose qui peut vous dépasser, c'est un test. Qui peut vous départager, c'est un test. On aurait pu dire, ces gens-là, on va les reverser, mais avant, ils vont compétir avec d'autres personnes. Moi, je connais une institution internationale. Quand vous devez quitter votre poste pour un autre poste, quand vous devez être, qu'on appelle, vous devez être promu, c'est que vous allez compétir d'abord avec quelqu'un d'autre de l'extérieur qui désire ce poste. Si vous chutez, c'est que vous sortez de la maison. On aurait pu dire, ces gens-là, ces différents postes, on va faire appel à la candidature, ils vont compétir avec d'autres personnes. Parce que si ça se passe comme ça, il va arriver où celui qui n'a aucun parrain politique n'aura rien. Parce que pour occuper ces postes politiques-là, forcément, vous avez un parrain politique. On ne va pas dire, on va pas vous nommer pour votre compétence ou bien pour vos beaux yeux, mais vous êtes parrainé par un parti politique. Donc, et les gens se plaignent 47. Ça veut dire que au prochain Parlement,
on peut nommer encore 47 personnes, puisque le président de l'Assemblée qui va venir n'est pas obligé de garder les gens à leur poste. Tout à l'heure, on a parlé d'IP, les muter, les garder là, comme on a vu. C'est comme ça. Donc, il faut qu'ensemble, on puisse étudier et trouver la stratégie à faire. Est-ce que désormais, pour ces postes techniques-là, parce que c'est des postes techniques, est-ce qu'on doit faire prévoir là le statut politique? Est-ce qu'il ne faut pas faire appel à la candidature aussi à des gens de venir composer, même si après les résultats, on va passer par le filtre politique, d'accord, mais il faut qu'on fasse compétir pour que l'autre puisse passer. C'est comme si on lui a donné une possibilité facile d'atterrir à la fonction publique. Alors qu'il y a des gens qui cherchent ça depuis des années, qui vont à chaque concours, mais qui ne réussissent pas. C'est peut-être une chance, non? Julio Tometi, chacun a sa chance. Oui, je ne refuse pas que chacun ait sa chance, mais que tout le monde ait la chance, en fait. Que la chance soit donnée à tout le monde, c'est ce que je réclame. C'est ça. Dans ce cas, pas de fonction publique, de fonction permanente, il faut que la chance soit donnée à tout le monde. Quand vous êtes nommé, c'est précaire. Vous partez avec celui qui vous a amené pour que d'autres viennent. J'insiste sur l'alternance. L'alternance, ce n'est pas qu'au sommet de l'État. C'est juste que... C'est-à-dire que le président s'en va, il va avec toute son équipe. Avec toute son équipe. Et celui qui vient avec son équipe. Même si dans l'équipe finissante, il y a des compétences. Si on voit qu'il y a des compétences, il peut le faire tout le temps. La preuve, en fait, aucun système ne balaye systématiquement tous ceux qui sont là. Le ministre Soukbaki est toujours là. Voilà. Pourtant, il a servi longtemps. Nous avons vu des DG à la rupture qui ont servi le régime, qui sont restés là pendant 3 ans, 4 ans. Si ce n'était pas des affaires qui les ont emportés après, peut-être qu'ils seraient encore là. Donc, ce n'est pas systématique. Quand vous avez la compétence, vous restez, mais donnons la chance à tout le monde. D'accord, merci beaucoup, chers amis. Je vais vous souhaiter une belle soirée, puisque on va mettre un thème à notre discussion. C'était très enrichissant ici pour pouvoir laisser place à la chronique politique. Merci beaucoup, Alphonse Moïse Soudé. C'est moi. Journaliste, analyste politique, Julio Tometi. Juriste, analyste politique. Merci à vous deux d'être passés ce soir. Merci. Je vous souhaite une bonne soirée. Mais oui, la soirée continue. La soirée continue. Continue, bien sûr, merci. Je vais vous retrouver après l'émission. Oui, inbox. Inbox. Chers amis, merci beaucoup. Je vous raccompagne, mesdames et messieurs, dans la suite. Maintenant, nous allons suivre cette chronique spéciale du consultant en politique agapite Napoléon Maforican, qui est revenu sur un certain nombre de détails, de précisions. Il a reprécisé d'ailleurs la ligne politique de la chaîne de télévision au détour d'une émission. C'était dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2022. Suivez son intervention dans ce plateau spécial. On se retrouve juste derrière pour la conclusion.